On joint en direct depuis Rabat. Hafed Boutal, vous êtes expert en relations internationales. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, avec plaisir. Alors d'abord, parmi les personnalités internationales qui ont marqué l'année 2018, il y a bien sûr le président américain Donald Trump a révolutionné la communication politique en utilisant le réseau Twitter pour ses annonces fracassantes. Il a franchi son trou de dégâts, les élections de mi-mandat en novembre dernier. Peut-on dire qu'il a imprimé sa marque sur le pays et sur la scène internationale aussi ? Oui, tout à fait. Donald Trump, qui aujourd'hui entame sa 3e année à la tête des États-Unis d'Amérique, est en vitesse de croisière. Son compte Twitter est son principal porte-parole depuis 2016, notamment depuis mars 2016 où il a présenté sa candidature. Et puis, on note aussi que malgré que les scandales se succèdent, on note bien sûr le scandale d'Anthony Cavanaugh, juge suprême qui a été nommé par Donald Trump et qui a subi des accusations de harcèlement sexuel et aussi des accusations d'ingérence de la Russie dans la campagne électorale de 2016, malgré aussi les démissions en série, la dernière étant du secrétaire d'État à la Défense James Mattis et avant Rex Tillerson, Nikki Haley, pour ne citer que cela. La popularité de Donald Trump semble vraiment intacte et, comme vous l'avez si bien dit, lors des élections mi-mandat en novembre 2016, la déferlante démocrate tant promise par les adversaires n'a pas eu lieu et même plus que cela, Donald Trump a avancé, a progressé dans le Sénat, même si, faut-il le rappeler, il a perdu la Chambre de représentants, ce qui n'est pas étonnant pour un président en exercice. Alors, on reste en Amérique du Sud, cette fois-ci, pour parler d'un autre homme, un homme politique qui a marqué aussi l'année 2018. Je vous parle de Jair Bolsonaro, le président brésilien récemment élu. Il a changé la donne dans un pays oui, qui a été gouverné à gauche durant plus d'une décennie. Que dire de l'arrivée de cette vague populiste en Amérique latine ? Écoutez, l'élection de Jair Bolsonaro, c'est la fin du lusotropisme. Le lusotropisme, c'est cette idée qui voulait que le Brésil soit un brassage humain, multiethnique et très ouvert. Aujourd'hui, on a une élection d'un président qui est très ancré sur une catégorie de la population aux racines européennes et qui est très à droite et effectivement met fin à 15 ans de règne sans partage du Parti travailliste, du leader Lula, en gagnant à 55% de suffrages contre le candidat du Parti travailliste, Haddad. Et aujourd'hui, ce qui semble arriver, c'est qu'après une vague d'élections à gauche dans les années 90 et notamment dans les années 2000 en Amérique latine, on s'oriente vers un effet de contagion où des mouvements similaires à Bolsonaro, très séduits par la figure militariste d'extrême droite, très religieuse, dit-on misogyne, commencent à pousser, à fleurir, notamment en Argentine, pays voisins, Paraguay, etc. Il n'en demeure pas moins qu'il y a encore des forteresses imprenables, comme la forteresse chaviste, où le Maduro a été réélu en mai dernier à 55% des suffrages, avec un très fort boycott, puisque 60% des gens ne sont pas allés voter, mais il n'en demeure pas moins que la gauche extrême reste présente en Amérique latine. Alors, l'actualité internationale est toujours très marquée par le Brexit, le divorce bien sûr tumultueux du Royaume-Uni et de l'Union européenne, un dossier qui divise encore et la première ministre britannique Theresa May est dans la tourmente. On le sait, une sortie de crise est-elle possible d'après vous ? Écoutez, le projet d'accord sur le Brexit ne trouve pas d'issue pour l'instant. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a la date butoir de mars 2019, où il y a d'ailleurs les élections européennes qui vont se tenir. Mais pour l'instant, ce projet-là, qui a été difficilement négocié par le gouvernement, par l'administration de Theresa May, avec ses homologues européens, ne séduit pas le propre camp de Theresa May. On rappelle qu'au mois de décembre, la première ministre britannique, deuxième femme première ministre de l'histoire du Royaume-Uni, a failli chuter après une motion de censure qui n'a pas trouvé d'issue.
Toutefois, ça montre la fragilité aujourd'hui de l'administration britannique et la demande des conservateurs de renégocier cet accord sur le Brexit est refusée en bloc par l'Union européenne qui refuse de se voir dicter une sortie de crise par l'Angleterre, par le Royaume-Uni, préfère elle-même dicter donc cette sortie de crise. Donc aujourd'hui, on ne voit pas vraiment d'issue. Les prochains mois vont nous orienter. Peut-être y aura-t-il un changement de gouvernement au Royaume-Uni, des élections anticipées, mais il semble, en tout cas, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'il n'y aura pas de second référendum sur le Brexit. Alors, en parlant de l'Union européenne, certains parlent aujourd'hui de la fin d'un règne. Après 18 ans au pouvoir, la chancelière allemande Angela Merkel a, elle, cédé les rênes de son parti conservateur lors d'un vote aux accents historiques. Vers où se dirige l'Allemagne après Merkel aujourd'hui ? Alors, on n'est toujours pas dans l'Allemagne après Merkel. Angela Merkel est toujours là, ça fait effectivement plus de 13 ans, mais son parti a subi un revers de trop en Bavière au quatrième trimestre, et il semble bien que la CDU-CSU, qui est le parti au pouvoir donc depuis 2005, est en train aujourd'hui de payer ses positions, notamment sur l'immigration. Et on voit la montée aujourd'hui en Allemagne de plusieurs nouvelles formations. On voit aussi qu'au sein même de la CDU-CSU, il y a un changement de leadership, puisque Angela Merkel, à la tête des conservateurs de la chrétienne-démocratie, des conservateurs allemands, depuis 2003, cède la place aujourd'hui à Annegret Kramp-Karrenbauer, peut-être un nom du futur, peut-être cette dame-là, successeur de Angela Merkel, va réussir à séduire l'électorat allemand. Mais aujourd'hui, ce qui semble sûr, c'est qu'on s'oriente vers le crépuscule de l'ère Merkel et vers une recomposition du champ politique allemand avec l'émergence de partis populistes comme l'AfD. Et on note aussi pendant toute cette année de 2018 l'émergence du populisme un peu partout. On parlait de Bolsonaro, en Europe aussi, le populisme qui se renforce. Et donc l'AfD, il y a aussi le NPD, les partis des néo-nazis qui ne se réduit pas malheureusement. Et il y a aussi les écologistes qui rêvent de peut-être gagner la chancellerie et faire basculer l'Allemagne à gauche. L'année 2019 va nous éclairer davantage. Hafed Boutaleb, très brièvement, concernant maintenant le chef de l'État français, Emmanuel Macron, il avait séduit beaucoup de gens lors de son élection, mais il traverse depuis peu une vague de contestation inédite en France. Le mouvement des Gilets jaunes, bien sûr, cette crise est-elle prévisible ? Écoutez, est-ce que cette crise était prévisible ? Au début de l'année, il était difficile de prévoir les fluctuations du baril de pétrole qui ont effectivement impacté d'une certaine manière le pouvoir d'achat d'une grande catégorie de la population française et qui ont poussé des centaines de milliers de gens à sortir. Mais ce qui semble clair, c'est qu'aujourd'hui, une première crise sérieuse pour l'administration de Macron et aussi pour le parti La République En Marche, et finalement, il s'avère que cette formation-là, nouvelle, est résiliente, et il s'avère aussi que le président Macron a pu bien guider le pays vers la sortie de crise, réduire, diviser par 10 le nombre de manifestants et finalement s'en sortir grandi, puisque aujourd'hui il semble clair que les prochaines réformes que vont mener La République En Marche et Emmanuel Macron seront beaucoup plus fortes et beaucoup plus aisément acceptées par une grande partie de la population qui comprend bien aujourd'hui ce qui se passe au sein de la société française. Et on ne peut pas ne pas parler du conflit syrien, ce conflit qui perdure mais change de nature aujourd'hui. Les terroristes de Daesh ont été vaincus désormais avec le retrait annoncé des troupes américaines. Peut-on parler d'une victoire stratégique de la Russie et de la Turquie, véritable maître du jeu désormais? Alors, on parlait de Donald Trump qui surprend beaucoup par sa politique étrangère, le sommet historique avec Kim Jong-un à Singapour en juin, et aujourd'hui le retrait américain de la Syrie. Eh bien, oui, il y a une victoire stratégique russe, oui, il y a une victoire stratégique turque, et il y a aussi une victoire stratégique américaine, puisque même si les jeux sont, le rôle de la Russie est prépondérant, mais l'administration de
Trump hérite d'une politique qui a échoué, celle de l'administration d'Obama dans la région, en tout cas en Syrie, et parvient à corriger le tir en ayant un allié, donc un gendarme sur place qui est la Turquie, qui est aussi un allié de la Russie. Donc c'est une configuration particulière dans laquelle deux grandes puissances internationales, d'une certaine manière les deux premières puissances militaires mondiales, et une puissance régionale d'envergure s'entendent pour régler un conflit qui a déjà fait 500 000 morts, c'est énorme, et des millions de blessés, des millions de déplacés, qui a beaucoup impacté l'Union européenne. Donc voilà. Merci beaucoup, Hafed. Un dernier mot, si je peux, c'est la COP 24. Oui, pour l'année 2018. Le dossier climatique est un dossier très épineux et stratégique, mais malheureusement touche à la fin de cette édition. Merci beaucoup, Hafed Boutaleb. Je rappelle que vous êtes expert en relations internationales. Vous étiez avec nous en direct depuis notre studio de Rabat.